tangi te kororo iwai e o maiana e ruru te pie ana ue a ine te nuku pe ara mama te tangi popo a ia tua kitaku a ine tu te pua a ua te pua e a ai te tiri ai te a ine. E nā koe Amina yo ko Albert Hugues e ko mea raia e tangi anau me maro i ki a koe, maro i nui mo ta koe rara maranga ia ka aka teitei ki tō tātou reo mangarewa, maro i nui. Kua mea ra, kua no mangarewa mai au, tuku koko motua no mangarewa mai matou, ko Albert toko ingoa poro, ko Hugues toko ingoa tupuna kinito, e nā koko tuku motua ko matutou to matou ingoa tupuna mangarewa, e pera te takao. E rua arongo uru e ono tau ara a ano tōku. I ara nei me nui taku anga, nā muaroa i tukure te rau ki te aritukunga tuarua no ree ki rapa ere peata ki mangarewa. Taku mea raratukunga ko te tuunga tonga me te tuunga kainga me pera takao. Te oria tonga ori kainga me te tukunga reo arani me te reo mangarewa ua. Te taikoko e tauirau toho miki tukunga tuatorua, taute. E tauira taute au ki te are tukunga tuatoru no Porenetia Arani UPF. E anga nau nā muri ki toku mea mau rangatira ko Jacques Verdoudon raua ko Marie Walworth. E taku tumu takao mo kai kitea, kai tuunga poro ia, teza, kaka taute. Taku tumu takao ko ia oki e a kanana anau pe ea te akaura oraranga o te reo mangarewa. E a katitio anau ia pe ea ra maroto ki te tau te ito, te reo mangarewa te ito me te reo mangarewa oua, te takao te ito, te takao o. E pera ia, ia katitio anau a mea ra. Pe ea ia te reo mangarewa no ara nei e ora ana, pe ea kuia me varanga ia, me takao ia, me karai ia, e aka oua. Kuau e potokinga uau ki te tai kopitiranga poro ia e te anaponga mangarewa, Association Culturelle, te anaponga mangarewa, kiri ki tea. E tata matou anga e aku ana matou me uure, me akatu ki te tai mea Ruavananga, tauko ia Académie de langue mongarevienne, mo te reo mangarewa, e te taikoko e tokoto ua ana te uoeranga o te tai mea arewaanga, are kapetiakunga musée takao ia. Me nui te anga tamato ki mangarewa, me nui te anga tatato me tika me akaverenga ka teitei mo tato noti. J'ai grandi à Tahiti. J'ai grandi à Tahiti, un petit peu partout. Je suis restée avec mes grands-parents maternels quand j'étais bébé. J'ai grandi dans un milieu où on parlait le tahitien, le chinois hakka, dans un premier temps. Voilà, le reo Tahiti et le chinois hakka. Ensuite, je suis partie avec mes parents
par la suite, pour l'école, donc du district de Papara à Tahiti, nous sommes partis vivre sur le district de Fa'aa. Et à Fa'aa avec mes parents, donc je suis l'aîné, hein, je suis le premier enfant de mes parents. Mon père Albert Hugues qui est psychologue et ma mère Telemateata Rochette, voilà, qui est comptable. Grosso modo, les langues familiales, hein, entre guillemets, sont le français. Le français est un espèce de mélange français-tahitien. Mes parents sont tous les deux demi, hein, selon l'expression qui est propre en poésie française, hein, métis, demi. Mes deux parents sont demi-chinois Hakka. Ma mère est demi-chinoise Hakka et tahitienne du district de Te Ahu, famille Rochette, Te Ahu. Et du côté de mon père, mon père, lui, quant à lui, il est demi-tahitien, demi-chinois Hakka et demi-mongarévien. Voilà, la famille donc Matutoa. Mais la langue commune à la maison était le français. Par rapport au mongarévien, juste une parenthèse, ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, n'a pas voulu transmettre le léo-mangarévien. Pour X raisons, mon arrière-grand-père, donc le père de ma mamie, de ma grand-mère, apparemment, lui interdisait déjà de parler, voilà. Et à l'école aussi, il y a eu certains traumas en amont. Donc voilà, à la maison, mes parents s'exprimaient grosso modo en français dans un mélange de tahitien français ou de langue poésienne français. J'ai grandi dans ce milieu et je dirais que vers l'adolescence, vers mes 10 ans peut-être, c'est durant le week-end, mais c'était assez rare, hein. C'est durant le week-end lorsque je me rendais chez ma grand-mère paternelle, ma mamie Paulette Cadusto. C'était à ce moment-là, donc à Taonois, dans le quartier de Taonois, où j'entendais cette langue, le léo-mangarévien. Voilà, c'était les tantes et les oncles de mon père qui venaient voir leur sœur, hein, ma mamie Paulette, à la maison. Et c'est à ce moment-là où j'entendais cette langue, enfin inconsciemment j'entendais la langue. Voilà, le léo-mangarévien. Donc c'était mes premiers contacts avec cette langue, le léo-mangarévien. Enfin, ma connaissance, non, je ne pense pas que mon père s'exprimait en léo-mangarévien à la maison. C'était plutôt soit du tahitien ou un mélange du tahitien français. Petit à petit, eh bien, voilà, je grandis et après des écoles primaires privées, hein, l'école Sainte-Thérèse, je me retrouve au collège lycée catholique privé Lamennais à Papeete à Tahiti. Voilà, la langue dominante, hein, à l'école, c'est le français. Avec mes camarades, les copains, nous parlons français. J'ai grandi dans cet univers. Arrivé en 4e, il y a l'option Néo-Tahiti, langue tahitienne, voilà, qui est inscrit dans le milieu scolaire. C'est mon père qui s'appelle, donc je répète, qui s'appelle aussi Albert Hugues. Je suis éponyme de mon père. Voilà, et de mon grand-père aussi qui s'appelle Albert Hugues. Donc c'est mon père. Mon père qui me conseille, je me rappelle très bien lors des fameuses inscriptions des fiches, hein, de passage au prochain niveau, hein, donc de la 5e à la 4e. Je me rappelle très bien
de ce moment décisif où il fallait choisir la fameuse LV2, la langue après l'anglais. Puisque l'anglais c'est obligatoire, donc il faut choisir soit l'espagnol, soit le mandarin, soit le Reo-Tahiti. C'était nos choix en tout cas à cette époque, hein, à l'année. Donc là, par, on va dire, un petit peu de pression, mon père me dit, enfin, il m'influence un peu, il me dit de choisir tahitien, Reo-Tahiti. Dans ma tête, je voulais pas faire ça. Je voulais plutôt faire espagnol, voire aller dans la fameuse classe chinois, chinois mandarin espagnol, car c'est là où j'avais pas mal d'amis. Je voulais rejoindre mes amis et comment dire, je m'apprêtais à, enfin je me disais, et je pense qu'aujourd'hui nous avons toujours ces stéréotypes. J'avais en tout cas, je croyais dans des stéréotypes, pardon, à l'époque où ceux qui pratiquaient, ceux qui font, pardon, les élèves qui choisissent espagnol, mandarin, chinois, c'est un peu les élites, ceux qui auront de bonnes moyennes, qui auront un bon avenir, tandis que voilà, j'avais pas mal d'appréhension sur le tahitien et lorsque je regardais un peu le profil, pour moi le tahitien c'était langue des pauvres, langue comment dire qui sert à rien, qui va me servir à rien. C'est bête, enfin c'est drôle hein, quand on en parle, mais jusqu'à si je regarde aujourd'hui, mais bon, j'en parlerai un petit peu après. Donc voilà, en quatrième, je coche la case tahitien en LV2 et voilà, j'ai un superbe Onometoa Happy, hein, professeur, Onometoa Bayrel Franck, le collège, pardon, ça remonte, hein. Donc après la quatrième, la troisième c'est le DNB, on passe, on arrive en seconde, je vais toujours anglais-tahitien, jusqu'à la première, donc lycée, voilà. Au lycée, eh bien, donc en seconde, hein, déjà, encore une fois, en fait, au niveau de ma scolarité, au niveau estudiantin, j'ai toujours demandé conseil à mon père. Enfin, je suis un petit peu l'enfant gâté où voilà, mon papa c'est lui qui est sévère et sinon moi je me cache derrière ma maman. Donc mon papa m'a toujours essayé de m'aiguiller voilà, vers un niveau d'études, on va dire, qui tend vers le général, comme ce qu'il a fait, voilà. Donc, voilà, ma maman, c'était un petit peu l'image protectrice, où j'allais pleurer avec elle, et mon papa, c'était, voilà, le côté sévère, ou rigide. Et je sais pas, peut-être inconsciemment, par pression, bien sûr, hein, je ne regrette rien, j'aime les langues polynésiennes, mais j'étais beaucoup influencée par mon papa, je pense. Enfin, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Raison familiale, voilà. Il y a quoi d'autre donc voilà, hop, seconde, ben, à l'époque, hein, on avait cet éventail, filière scientifique, S, ES, économie sociale, L, littéraire ou bien STMG, etc. Et ben là, je voulais pas aller à 3-4 chemins, je voulais faire L, encore une fois, parce que j'avais des amis, des copains. Voilà, je voulais faire L, je me suis dit, allez, et comme en seconde, je faisais option théâtre, j'ai toujours aimé ça, je faisais comédie musicale aussi à l'époque, enfin mon papa m'avait inscrit en 5e, voilà, enfin j'ai toujours aimé ça, le chant, la comédie musicale, le théâtre,
j'ai toujours aimé la scène, voilà. Donc, en seconde, j'ai fait option théâtre et en L, je voyais qu'il y avait option lourd, théâtre. J'aimais ça, tout ce qui est art, littérature, j'aimais ça. Donc, voilà, j'ai dit, papa, je veux faire L. Papa, il me dit, non, vaut mieux faire ES, comme tu es moyen. Tu fais... Bon, ben, au final, j'ai réussi à faire L. Voilà, j'ai fait L. Et là, en L, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il se passe beaucoup de choses. Enfin, il faut aussi savoir que depuis la 4e, j'ai toujours voulu être professeur. J'ai toujours aimé ce métier. J'avais de magnifiques modèles de profs. Enfin, je voulais toujours être professeur d'histoire-géographie ou d'anglais. J'ai toujours voulu faire ça. Voilà. Voilà, j'avais de magnifiques modèles. Et en L, ça s'est confirmé. L'enseignement, c'est ce que je voulais faire. Et voilà, c'était encore professeur d'histoire géo, de langue. Il me semble vers le début de la L ou bien vers la fin de la seconde. J'avais aussi une autre raison familiale qui arrivait par la suite. Voilà, c'était un jour à Aotearoa, donc du côté de ma maman, de ma mère. Pardon, des fois je suis un peu familier au niveau du registre de langue. Voilà. Donc voilà, un jour on se rend à Aotearoa pour aller dans notre maison de campagne, hein, du côté de ma maman. Et voilà, on rencontre, hein, on voit, je vois mon grand-père maternel et je ne sais plus qui m'a conseillé, je crois que c'est encore mon papa qui me conseille là, de manière improviste, allez, parle à ton papier en tahitien. Et donc, ben voilà, je m'y mets, je me mentionne des phrases que j'ai appris scolairement, hein, et voilà, on va dire que l'accent, je crois, était déjà là, enfin, c'était une langue hein, déjà de la famille, et je me rendais compte en fait, que j'avais pas honte. Je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte de parler au papy, de mentionner des phrases simples. Ah, papy, comment vas-tu? Ah, bien, mais oui, oui, je vais bien, et toi? Qu'est-ce que va-t-on manger là tout à l'heure? Enfin, voilà, et je ne me rendais pas compte, en fait, je savais parler un petit peu. Enfin, en tout cas, en dehors du contexte scolaire. Hein, et en dehors aussi du registre, on va dire, ce mélange tahitien-français que j'ai en rapport avec les amis, les copains et la famille. Mais là, c'était, voilà, uniquement tahitien. J'essaie de ne pas faire de mélange, j'essaie de m'appliquer. Et voilà, j'ai remarqué que j'aimais ça. Et surtout, mon papy m'a répondu et il a parlé envers mes parents. Il disait qu'il était fier, qu'il était content de voir son Mo'otua, son petit-fils. Hein. Il était vraiment content de m'avoir vu voilà, discourir en Reo Tahiti avec lui. Et ça m'a mis un baume au cœur, mais vraiment différent, spécial. Un autre type de baume hein, au cœur. Voilà. Et je crois, oui, c'est à partir de cet épisode-là et d'autres petits épisodes au sujet du Reo Tahiti et petit à petit du Reo Mangaleva, voilà, toute cette accumulation de petits épisodes vis-à-vis de la reconnaissance de la langue, l'émerveillement et le rayonnement du Reo Tahiti, du tahitien et du mangalévien, c'est tout ça qui a pris de l'ampleur durant mes années de lycée. Et
tout cela s'est concrétisé, hein, puisqu'en voilà, en première, en première, voilà, il y a ce phénomène encore de groupe, hein. Il y a le groupe dit les anglicistes, ceux qui ont choisi LVA, anglais approfondi, et moi j'étais dans notre petit groupe de 4 là, qui faisait option tahitien, où voilà, la L, c'est le coefficient en néothétisme le plus important quoi, dans le lycée. Donc c'était nous, quoi. C'était, voilà, on représentait le néothétisme, grosso modo. Hein. Donc voilà, avec la copine Teresa Tautou qui, voilà, qui aujourd'hui d'ailleurs titulaire professeur de tahitien, on est toujours en contact. Voilà, et voilà, c'est quelle fierté quand on y pense là, voilà. Pardon, je me perds. Donc voilà, durant les années de lycée, ma passion pour le néo-Tahiti s'amplifie. Je me rappelle, je demandais à papa si je pouvais acheter des lexiques, enfin des livres sur le tahitien. Ah oui, pardon, j'ai autre chose aussi à rajouter. Il faut savoir que, bon, ça, selon les stéréotypes, hein, c'est Pierre Bourdieu qui dit j'ai cette chance d'être un enfant dit, comment dire, d'une bonne famille. Voilà, je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu ce qu'il fallait à la maison, niveau matériel. Mes parents m'ont toujours gâté, ma petite sœur et moi, nous sommes juste 2, voilà, on est pourris gâtés, avec beaucoup d'amour, donc on a manqué de rien. Et surtout papa, voilà, qui est psychologue, il a une magnifique bibliothèque à la maison, papa a collectionné déjà des livres, il avait déjà certains trésors à la maison, des dictionnaires en tahitien, des encyclopédies, voilà, de Gléza, la collection Hibiscus Gléza. Voilà. Il avait déjà pas mal d'ouvrages. Donc, déjà au niveau de... Lorsque ma passion s'est enflammée, hein, vis-à-vis de nos langues et des cultures polynésiennes, donc j'avais déjà du matériel à la maison. Et par ailleurs, je demandais à papa de m'acheter plutôt des choses précises comme des lexiques enfin pardon pour l'expression, mais j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé pas mal de livres sur voilà, nos langues, nos cultures, le marquisien, enfin je regardais, enfin, voilà, j'étais passionnée. Et pourtant, pardon pour certains de mes anciens professeurs, mais je suis quelqu'un qui déteste lire. Je n'aime pas lire. Enfin, j'ai grandi dans les jeux vidéo. Enfin, papa on m'offrait des DS, des Nintendo. Je n'aimais pas lire. C'était dur, hein, parce qu'en L, on n'avait pas le choix. C'était le français 5 heures par semaine, le bac de français, on représentait le français aussi, donc on avait pas mal de livres à lire. Je n'aimais pas lire. Et je crois heureusement qu'il y avait cette passion de la recherche scientifique où voilà, je me rendais au CDIC, j'avais ce désir de voir les fameux livres cachés de la Polynésie, là, parce que, effectivement, même dans les CDI, même encore aujourd'hui dans les bibliothèques, hein, tout ce qui est fond du Pacifique, bizarrement, c'est difficile d'accès, ou, comme on dit, voilà, il faut passer par certaines barrières pour accéder à ces ouvrages par rapport à, je sais pas moi, Madame Bovary de Gustave, voilà, de Flaubert. Pour accéder à des livres du fond Pacifique, du fond océanien, il faut passer par quelqu'un ou faut payer ou, enfin, je sais pas si. Donc au CDIC, voilà, le fond Pacifique était toujours dans les vitrines, caché derrière les documentalistes. Il fallait passer par elles. Enfin, il n'y a pas de souci, hein, mais enfin, ce n'était pas des livres qu'on pouvait emprunter facilement.
peut-être voilà, il y avait des choses inconscientes qui me venaient à l'esprit où, en fait, nos langues, tout ça, sont des trésors, c'est sacré. Voilà, voilà. Toutes ces petites choses où... Donc le paradoxe, essayer de se réparer inconsciemment. Je n'aimais pas lire, mais j'allais vers la lecture. Voilà, je commençais à aller vers la lecture parce que pour savoir, eh bien, il faut lire. Voilà. Et là, je voyais également que bah, lire, c'est avoir du pouvoir quelque part. Donc, et encore une fois, je voulais que mes parents soient fiers de moi, surtout mon papa. Parce que j'ai toute une histoire aussi. Hein. Depuis petit, papa a toujours voulu que je sois footballeur, mais non, non, c'est pas mon truc. Voilà, donc j'ai quelques antécédents aussi avec mes parents. Mes parents et des proches aussi hein, qui se sont fait des idées pour moi. Hein. Voilà, on a essayé de me caser dans des cases, mais voilà, j'ai voulu tracer ma voie. Il faut savoir que depuis petit aussi, j'ai toujours voulu être original. Et d'ailleurs, eh bien, après le bac, après l'obtention de mon bac L, donc première optique, je voulais être professeur au Lobetoire Ileotriti. Je voulais faire professeur de tahitien, en tout cas travailler dans la culture, dans l'animation. Je voulais faire ça. Cependant, voilà, je tente hein, la fameuse licence LLCER à l'UPF, hein, langue polynésienne, langue régionale. Donc voilà, j'essaie de cette filière et c'est magnifique. Il y a des amis d'un peu partout, au Mohoa, no Kuhivamai, Tuamotu, Tuamialima, Tuapemai, voilà. Je rencontre des amis qui parlent leur langue ou qui sont là pour apprendre sur nos langues, apprendre un peu plus, apprendre à mieux parler, à mieux prononcer. Des gens qui me ressemblent. Voilà, qui me ressemblent, je vois des similitudes et voilà, c'est que du bonheur. La L1, L2, L3, c'est génial, avec de magnifiques professeurs, la Gatira Bernaudan, Rométois Payard, Rochette, Léo Kadir, Léa, voilà, que du bonheur. J'ai connu aussi l'anthropologie avec M. Souras, l'ethnologie, enfin, toutes ces disciplines me convenaient. Peut-être pas trop le français, en fait, il y avait toujours le français. et pourtant, j'aimais bien parce que ça me rappelait le bac, parce que les épreuves qu'on me demandait étaient commentaires composés, ou voilà, il y avait toujours le français. Mais ça ne peut pas parce qu'on me prépare dans le métier de la traduction, l'interprétariat, donc oui. Et honnêtement, le Léotriti, c'était dur hein, quand même, avec nos professeurs qui nous demandent, voilà, à l'UPF, on nous demande la barre haute, hein, donc, je suis honnête, au départ, en traduction, j'avais quand même des notes assez basses, et petit à petit, voilà, il fallait faire des efforts. Hein. Mais en tout cas, j'étais pas parmi les meilleurs en traduction, c'était... Mais on fait fier de moi, enfin... Et il y a happy mate, voilà, voilà. Et... Voilà, durant la filière, j'ai eu et j'ai confirmé ce fameux déclic pour le Rio Mangaleva. En LLCER, je me suis rendu compte que le tahitien, en fait, je pense que je le savais déjà, mais là, je me suis vraiment rendu compte que le tahitien, c'est la langue polynésienne la plus valorisée dans notre licence.
on avait à peine, on avait juste, je crois, 25 heures de dialecte Omoto-Tapurué en L1. Ensuite, un petit peu de marquisien aussi. 25 heures de marquisien ou 30 heures de marquisien, le dialecte Enata en deuxième année. Et en troisième année, en L3, nous avons eu, pour ma promo, nous avons eu une vingtaine d'heures de Maori de Aotearoa, Nouvelle-Zélande. C'était génial, hein, c'était très bien. Mais voilà, on n'avait pas l'opportunité de faire d'autres langues, comme avoir traduction en Leogai Vave ou en Koai Oparo. On n'avait pas. On avait très peu de choix pour ma part. Par exemple, voilà, moi qui viens de Mangaleva, on n'avait pas de Léo Mangaleva. Il n'y avait pas. D'ailleurs, on m'avait déjà demandé hein, des Mangaléviens. Et je demandais à une cousine copine, alors que fais-tu? Ah, ben, je fais du droit. Pourquoi? Ah, ben j'ai voulu faire langue polynésienne, mais il n'y a pas le Mangaleva, il n'y a que tahitien. J'ai dit, bah oui, effectivement, tu as raison. Et oui, tu as raison. Il n'y a que tahitien. Voilà, donc ça peut être pénalisant pour certains. Les Mangaléviens veulent faire du mangarévien, ils ne veulent pas faire du tahitien ou du marquisien. Et donc voilà, j'avais ces débuts ces retours, j'entendais parler un petit peu de ce Léo Mangaleva qui, oui je sais, enfin, me concernait un peu parce que voilà, du côté papa, je sais qu'on est de là-bas, mais franchement Mangaleva ça me disait rien. C'était pas mon truc, je pensais pas du tout au gambier, franchement ça... Donc, durant la filière de LSE langue polynésienne, je commence à m'intéresser sur cette langue. Le Rio Mangaleva, l'archipel de Mangaleva, qu'est-ce que c'est Mangaleva? J'avais déjà quelques idées, bien sûr, hein. Je connaissais un peu l'île, quelques gens, des natifs de là-bas, des cousins que je voyais dans le quartier, de Taonois chez ma mamie paternelle, Mamie Paulette. Voilà, j'avais quelques appréhensions, je me disais, oh non, à quoi cette langue va-t-elle me servir? Voilà, il y a pas de poste de professeur de Mangaleva. En plus, je suis à Tahiti. On parle pas Mangaleva ici. Faut-il que j'aille sur Mangaleva pour apprendre, pour parler? Voilà, y a-t-il du job dans cette langue? Voilà, j'avais plusieurs questions. Et durant l'année, en L1, L2, L3, eh bien, on nous sollicitait, nous les Mangaléviens, on n'était pas beaucoup dans ma promo. Il y avait juste, oui, on était juste deux. Ma cousine Pauline, qui est d'ailleurs une superbe maîtresse d'école, là, on travaille ensemble actuellement à Mangaleva. Et oui, le temps passe, c'est dingue. Voilà, donc Pauline et moi, on sollicité pour représenter à chaque fois l'archipel de Mangaleva, l'archipel des Gambiers, lors des fameuses fêtes comme Purne ou la fameuse journée des langues polynésiennes, la fameuse journée ou semaine polynésienne à l'UPF, où voilà, il y a toujours des danses à préparer, des chants, voilà, qui paraît peut-être folklorique pour certains, hein, mais c'est des fameux... Pardon. C'est une semaine, des jours dans l'année où la filière est représentée. Donc voilà, on sollicitait Pauline et moi pour des traductions. Et voilà. Lorsqu'on était sollicités, à ce moment-là, voilà.
bah Albert, qu'est-ce qu'il faut faire parce que, enfin, à côté, enfin, des fois, Pauline et moi, on avait, comment dire, des fois, on se voyait pas souvent, on n'avait pas le temps de se voir car elle avait aussi ça, son programme, enfin, elle habitait à Scortilla et moi, enfin, voilà, on avait, on était dans la même filière, mais parfois, en dehors des cours, on était occupés chacun. Du coup, des fois, on n'arrivait pas à se voir. Et donc, du coup, on me demandait de faire des traductions de mon côté. Et voilà, il faut se mettre dans le bain. C'est parti, je vais à la BU, à la bibliothèque. Je ramasse tout ce qu'il y a sur le Léo Magaleva. On a très peu de dictionnaires. On a un dictionnaire anglais de Traeger. Je regarde. En plus, l'anglais, l'anglais c'est dur. faut lire l'anglais. Et oui, parce que oui, en licence, on commence à nous dire de lire en anglais. Des articles en anglais. Oh my god! Pardon, mais. Enfin, on va dire que aussi vers la seconde et vers la première, quand j'ai commencé à avoir cette passion du tahitien, j'ai pas mal délaissé l'anglais. Enfin bon, ça c'est un autre trauma que j'ai eu. J'avais de magnifiques professeurs en anglais en L, mais c'était moi, je crois que j'étais feignant. Too lazy. Years ago, years ago. Voilà. Et donc du coup, voilà. Durant la filière, j'apprends. J'essaye de travailler sur le lexique en Léo-Magaleva. Il y a le fameux dictionnaire de Karl Rauch en français, mangaraélien français, mais qu'on ne peut pas emprunter à la bibliothèque, car il n'y a qu'une seule copie, et l'auteur n'est pas encore mort, donc... donc du coup, je m'apprête à... Enfin voilà, je prends en photo un petit peu le dictionnaire et j'apprends à la maison. Voilà. En plus de ça, j'essaie de contacter des tantes. Et en plus, mes tantes, elles n'ont pas Messenger, non, elles n'ont pas toutes Messenger, elles ne sont pas toutes sur les réseaux sociaux, du coup, et elles ne sont pas totalement disponibles. Donc voilà, je dis, ah, voilà, Tati, comment dis-tu cette phrase ouais. Donc du coup, dès que j'ai le moment, je demande à papa d'aller chez mamie. Là, je peux voir Tati Méré ou... Voilà. Donc du coup, il y a Tati Méré qui vient, la sœur de ma mamie. Et grosso modo, c'est une de mes grandes mentors, professeurs de Léo Magaleva. Et voilà, je sais pas, je commence à me la jouer scientifique. Je sors mon téléphone, donc voilà, à cette époque j'avais un autre iPhone et j'appuie sur dictaphone, là je l'enregistre, voilà, et c'était mes débuts. Voilà, ah, comment dis-tu ça, comment dis-tu ça, comment dis-tu cette phrase, et je répète et j'apprends, voilà. Et là je me réveille, ah bah oui, mais je connaissais ce mot, les kitana, et voilà, je commence aussi à parler et comme en fait, on va dire que voilà, je comprends et je parle le Léo Tahiti, du coup, le fait d'apprendre, d'approfondir mon Léo Magaleva, voilà, que je connaissais mal hein, à l'époque, enfin, je connaissais quelques mots, voilà, comment dire, j'ai lucidé un peu, je clarifie un petit peu mes scrupules là vis-à-vis de Léo Magaleva et voilà, et je m'amuse à comparer. Ah mais Teito, ça ressemble à Teito en Loretti. Et voilà, je fais des petits cailles brouillants jusqu'à aujourd'hui, tout est dans l'ordi maintenant et c'est dingue quand on y pense, mais makanata, comment dire, voilà, c'est quand on y pense, hein, quand on y pense. Voilà. Donc j'apprends et je me fais des contacts et petit à petit, je regarde hein, dans la littérature mangarévienne qui est très, très pauvre, on apprend très peu de choses. Hein, je regarde que voilà, c'est tous celles et ceux qui ont travaillé dans les traductions pour des albums pour enfants.
voilà, je les connaissais en fait, enfin, mes tantes connaissaient ces personnes, mais pas moi, j'ai jamais vu Odile Pouloué, Auguste Carson, et et j'entends voilà, qu'il n'y a pas de Fanevan, enfin il n'y a pas d'académie de Rio Mangaleva, donc du coup, on va dire, ça me complique un peu parce que, hormis le dictionnaire de Trigger en anglais et de Karl Ranch, qu'on ne peut pas emprunter, enfin, je n'ai pas de copie à la maison, waouh, pour travailler sur le Rio Mangaleva, il faut se donner les moyens, hein. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris en photo tout le dictionnaire de Karl Ranch. Bon, aujourd'hui, je suis content, j'ai une copie version papier, mais wow. À l'époque, je me suis... J'ai mobilisé pas mal de temps sur le Rio Mangaleva, hein. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, en L1, je me suis dit, allez, dans cette filière, en fait, tu as les Pomotou, tu as les Marquisiens et bon, Pauline, en fait, elle était plutôt concentrée sur ses études. Et en fait, je me suis dit, voilà, en fait, je veux représenter le Rio Mangaleva. Je veux faire ça. En fait, tout le monde travaille sur le tahitien, parce qu'en fait, c'est ce qui est vulgarisé depuis des années. Hein, voilà. Et en fait, les autres langues, comme les dialectes Pomotou, le mangarévien, ne sont très très peu mis en avant, mis en lumière. Je me suis dit, allez, je vais faire ça. J'avais pas encore anticipé ce que j'aurais un job plus tard sur le Mangaleva, comment vais-je me nourrir plus tard avec ce que je fais. J'avais pas encore cette idée, mais bon, parce que aussi mes parents payaient tout, hein, j'avais la belle vie, hein. Dès que je finissais le NIF, mes parents venaient me chercher en voiture, enfin, j'avais pas, voilà, j'étais dans une bonne famille, donc pour moi, je travaillais sur ma passion. Je travaillais sur ma passion, le Rio Mangaleva, et à côté, les autres disciplines, la linguistique, l'anthropologie, le tahitien. Mais dans ma tête, c'était un combat, c'était waouh, pourquoi en tahitien on peut faire. Pourquoi y a-t-il cette matière traduction tahitien, mais il n'y a pas de traduction en mangarévien? Il y avait tout ça. Et petit à petit, dans les études, en L2, voilà, comme je disais, il y a de nouvelles accumulations de magnifiques choses, hein, qui sont venues par la suite. Eh bien, qu'est-ce qui s'est amoncelé par la suite? Eh bien, c'est en L2, j'ai ma magnifique troisième maman, Odometo Mirospaya. Voilà, dans sa matière linguistique polynésienne, enfin voilà, je ne sais plus trop l'intituler, hein, eh bien, elle m'a donné l'autorisation de faire l'exposé, qui est normalement en tahitien, en mangarévien. Donc je me suis dit, waouh, j'aurai une note pour le Rio Mangaleva. Voilà, c'était... elle disait que, je crois, enfin, si je ne me trompe pas, elle disait que c'était la première fois quand on lui demandait aussi. Et, enfin, ma connaissance, tous mes collègues, même les marquisiens, ils ont voulu faire en tahitien, mais moi, je voulais faire mon mangarévien. Alors, j'ai travaillé, hein, sur mon exposé, je crois, de 15 minutes. Effectivement, ce Rio Mangaleva dont je parlais, il était assez spécifique parce qu'il fallait parler d'un texte littéraire. Alors... Et je n'ai pas pu, enfin à l'époque, je n'ai pas pu bien travailler cela avec mes tantes. Enfin, je sais que par moment, je me suis permis de créer des néologismes. Voilà, et voilà, je me mets encore à réfléchir sur la langue. La langue, est-ce que je peux dire comme ça? Comment dit-on verbe en Rio Mangaleva? Comment dit-on non commun en Rio Mangaleva? Parce qu'il fallait travailler, il fallait faire une espèce de commentaire composé
on est au Tahiti, nous avons les termes en langue tahitienne, parce qu'il y a déjà eu des penseurs, hein, des linguistes qui ont travaillé sur des néologismes. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais il y a en tahitien, mais il n'y a pas en Néo-Mangadeva. En tout cas, peut-être que je manquais de recherche et voilà, je n'avais pas encore, découvert les fameux manuscrits de Rome, là, l'année dernière, ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Et franchement, enfin, lorsque je demandais à mes tantes, elles me disaient, ah, je ne sais, bah, enfin, elles ne savaient pas, et en fait, je me suis permis, enfin, pardon, mais enfin, là, je veux le dire dans la vidéo, enfin, à l'époque, oui, personnellement, je manquais d'humilité, et peut-être c'était dans ma fougue de ma jeunesse, je me suis permis d'inventer mes mots, de créer quelques mots, par exemple pour cet exposé, voilà. Et en fait, comme enfin, le temps passé et l'examen, voilà, la date d'échéance de l'examen s'approchait, et je me suis permis en tout cas de créer quelques mots. L'exposé s'est bien passé, je crois que j'avais 14 sur 20 ou 15 sur 20, c'était superbe. Pardon, enfin, je crois que ma professeure, Miros Paya, a compris quelque chose, hein. Elle a dû, voilà, comparer avec le tahitien, mais voilà, c'était un honneur d'avoir fait un exposé en Néo-Mangadeva dans le cadre scolaire, à cadre académique. C'était... En tout cas, pour ma part, c'était une première, et je pense pour eux aussi. Voilà. Et voilà. Et du coup, ben, quelques professeurs comme Madame Paya ou Madame Vleea aussi, et Madame Leokadi, elles m'ont donné elles m'ont donné comment dire ça, ces opportunités de valoriser le Néo-Mangadeva dans les travaux académiques, dans des évaluations, voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vu que, ah oui, le Néo-Mangadeva peut être valorisé académiquement. Voilà. Et, en tout cas, au niveau de la fac. Et après la L1, ben dans ma tête, enfin, le plan était de continuer avec un master d'enseignement du Léo Tahiti pour faire professeur de tahitien. Mais à ce moment-là, bien sûr, j'avais quelques discussions avec mon père bien en amont, hein. Je me suis tournée vers la recherche. Et j'ai choisi un master de recherche, LCSO, Langue Société Océanienne. Magnifique master également. J'ai beaucoup aimé ces fameuses disciplines comme Histoire des îles, avec Véronique Larcade, littérature postcoloniale avec Peter Brown, la linguistique avec Vernon Dancy. C'était un magnifique master que j'ai fait. Voilà. Et on va dire le M1 et le M2, je me suis dit, ben, normalement, voilà, il faut que je fasse cette thèse. Il faut faire la thèse. Mon mémoire, je l'ai travaillé. Dans un premier temps, j'ai voulu faire une thèse plutôt socio-didactique, la didactique des langues, sur le Néo-Mangadeva, en particulier car en 2021-2022, c'était l'année voilà, où j'ai obtenu mon Master 2 et mon mémoire portait sur le travail de traduction et aussi pardon, voilà, le titre de mon mémoire était voilà, c'était autour de la traduction et de la sociologie du corps enseignant à travers la naissance du dispositif bilingue Néo-Mangadeva français. Donc c'était en 2021. C'était cette fameuse ère où cette fameuse politique du dispositif bilingue était mise en place, donc d'abord à Tahiti, et en 2021, le dispositif a été mis en place à l'école primaire publique de Maputeo. Et je me suis dit, c'est le moment où
voilà, personne n'a travaillé dessus, c'est le moment où il faut que je travaille dessus. C'est superbe, je vais pouvoir travailler avec des enseignants, comment vont-ils, qui sont-ils déjà ces enseignants? Sont-ils mangaréviens plus ou moins? Sont-ils d'ailleurs? Et c'était toutes les questions de mon mémoire. Comment vont-ils traduire les concepts? Comment vont-ils créer les néologismes, etc. Comment traduire la science physique chimie, la géographie en mangarévien? Voilà, je voulais travailler sur ça. C'était le sujet pour. Donc, j'ai fait mon mémoire s'est très bien passé, l'assistance de mon mémoire aussi, et dans ma thèse, c'est la continuité de ce mémoire. Donc voilà, je m'inscris en thèse, et, et au cours de la fin de la première année, je me rends compte que, donc durant cette première année de thèse, je n'ai pas eu de bourse. Je n'ai pas eu de bourse, donc je suis... Et aussi, on va dire, vers août 2022, 2023, 2022, voilà, je suis à Tahiti, là, à Punaria, à la maison, et mon directeur, Ali Peterano, actuel du collège, il m'appelle. Oui, Inako, Yaolana, monsieur, bonjour, oui. Oui, voilà, c'est moi, Nibiterano, je sais pas si tu te rappelles de moi, ou papa, est-ce que papa t'a-t-il parlé de moi? Enfin, voilà, il me propose le poste de professeur de français au collège Saint-Raphaël de Riquitéa. Professeur de français. Dans ma tête, je me suis dit, mais je savais que j'allais faire ça. Jamais j'allais faire jamais j'allais. Je n'avais pas en tout cas cette idée d'occuper le poste de professeur de langue française. Donc voilà, il me propose ce poste et voilà, en fait, dans ma tête, je n'avais pas de bourse et voilà, que vais-je faire durant cette année de thèse? Vais-je rester sous l'aile de mes parents encore une fois? Et tout ça, et donc comme d'habitude, voilà, je remercie monsieur le directeur, il raccroche. Et 5 minutes après, j'appelle mes parents. J'appelle mes parents et Tokumotoa, mon père me dit, il me dit, vas-y, prends le poste. Je dis ok. Je rappelle le directeur et ouais monsieur, j'ai bien envie de faire j'ai envie d'essayer. Et je me suis dit, allez, j'ai toujours voulu être dans l'enseignement, c'était mon truc depuis le collège, tout être prof. Je me suis dit, allez, les lettres, le français, normalement ça doit être, ça pourrait aller parce que dans mon master et dans ma filière de langue, on travaille toujours, hein, français, tahitien, les lettres, la littérature, donc je me suis dit, allez, je pense avoir quelques compétences pour faire ça. Donc voilà, j'ai fait une magnifique année en tant que professeur de lettres à Manialiva et durant cette année, ben, c'était également le moment où on m'a conseillé hein, de commencer de travailler sur le terrain. Voilà, de regarder mes futurs interviewés, quelle méthodologie vais-je appliquer, qualitative. Voilà. C'était le moment où je travaillais sur la méthodologie. Et au fil de l'année, donc, ben, j'apprends sur le tas, hein, voilà, c'était ma première année d'enseignant. J'ai eu des hauts et des bas enfin, au niveau pédagogique, bien sûr. J'avais des Tangata Mangareva, Tomiki Mangareva, les Mangarevi, ils sont durs, hein. Ils sont durs. Voilà, j'apprends sur le tas et avec mon background que j'avais, voilà, quand tu sors fraîchement de l'université et quand tu arrives là sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc là, il faut appliquer, voilà, tu as le programme de lettres à t'adapter. Et enfin, qu'est-ce qui est magnifique dans le métier, c'est que et par rapport à mon master de LCSO, c'est que je pouvais à chaque fois parler de littérature océanienne, donc c'était mon truc. Et voilà, j'aimais le métier. Certes, ce n'était pas un poste de professeur de langue polynésienne, il n'y en a toujours pas.
Et il n'y a toujours pas de poste au second degré au Collège Saint-Raphaël. Il n'y a pas en tout cas de valorisation académique, voilà. Mais ben, dans le métier, hein, même si tu es professeur de français ou d'histoire-géographie, eh bien, tu as toujours ces opportunités d'adapter le programme. Donc, voilà. Donc, j'apprends sur le tas et en parallèle, j'essaye de travailler cette thèse en didactique des langues. Et finalement, vers la fin de la thèse, bien, il faut savoir que j'étais dirigé autrefois par Monsieur Bruno Sora, et par la suite, Monsieur Dagatila Jacques Vaillandan avait fini son HDR. Du coup, voilà, il me proposait de me diriger, et j'en discutais avec monsieur Sora, il me disait ça serait plutôt mieux d'être aiguillé par un linguiste, et voilà, j'ai changé de directeur, mais Dagatila Bruno Sora me suit toujours en parallèle dans ma thèse, hein, en tant que membre de mon CSI. Donc il est toujours pas très loin de moi, et je suis pas très loin de lui, pardon, et voilà, je suis maintenant dirigé par Dagatila Marie et Jacques. Mon sujet de thèse a évolué, comme la langue, comme le Mangaleva. Voilà, je demande à Dagatila Jacques, l'étude du dispositif bilingue est bien, j'aime bien ce sujet, mais je trouve que nous avons très peu de support en Mangaleva, on a très peu de dictionnaire, très peu de lexique. Voilà, je ne parle de ça. Je ne parle de ça, de cette pauvreté de support, et il me propose d'en créer. Et voilà, il propose ce sujet de thèse de décrire la langue, le Mangaleva contemporain. Puisque voilà, nous manquons de nouvelles grammaires depuis les travaux du 19e siècle, des missionnaires catholiques. Nous n'avons pas connaissance en tout cas, nous n'avons pas de nouvelles grammaires autres que celle du Père Laval de 1834. Et voilà, il me demande du coup de décrire le Mangaleva d'aujourd'hui. Du coup, il me dit ça, alors moi, la grammaire, waouh, c'est un grand mot pour moi. Je me suis dit, ok, on va parler de noms communs, de morphèmes, tout ça. Donc, je me suis dit, allez, ok, je me lance le défi, c'est parti. Ça, la grammaire, c'est aussi notre langue, hein. Mais avec Dagatila Jacques, en tout cas, il m'a l'air, il me rassure. Il me rassure beaucoup, et Dagatila Marie également. Donc, voilà. Et voilà, et à travers ce nouveau sujet, j'ai fait quelques petites missions. Déjà, la première année, je suis partie à Hawaï. En fait, durant ma première année, avant bien sûr de changer mon sujet de thèse, hein, je crois que j'avais déjà cette envie de changer mon sujet de thèse, parce que voilà, à Hawaï, j'ai eu l'occasion, grâce à mon ami professeur Alexandre Moyer de UH Manoa, voilà, il m'a permis d'avoir accès à la bibliothèque de UH Manoa et des archives du Pawahi Bishop Museum. Donc j'ai pu voir les travaux, les manuscrits de Telangiwa Peter Buck, en Mangaleva. Enfin, j'ai pu voir pas mal de textes en mangalévien, et je prenais tout en photo comme d'habitude, parce que c'était mon opportunité d'avoir du corpus. Et petit à petit, dans mes
dans mes trouvailles, je me demandais que j'avais l'impression de m'éloigner un peu de mon sujet de socio-didactique des langues, mais de plutôt me rapprocher de les racines du Néo-Mangaleva. Parce que je travaillais beaucoup sur les textes anciens, je travaillais sur les mots, le lexique, et je me disais, en fait, il faut créer des nouveaux lexiques pour les apprenants. Et déjà, nous, Mangaréviens, voilà, les parents veulent apprendre le Mangaleva, ils veulent des outils, et voilà. J'avais tout ça dans ma première année qui cogitait dans ma tête. Voilà. Et donc, Hawaï, j'ai fait pas mal de trouvailles sur le lexique. L'année dernière, c'était Rome, Italie. J'étais invitée par des frères de Picpus, un catholique. Donc, je suis partie, entre guillemets, et merci beaucoup, Seigneur, les esprits. Je suis partie un peu à la source. Ah oui, les Picpus qui sont venus en 1834 à Mangaleva. Donc, je suis partie, j'ai fait l'inverse des missionnaires, je suis partie chez eux. Voilà. À Rome, c'était magnifique. J'ai découvert les documents, entre guillemets, sources, les manuscrits, des échanges épistolaires en Mangaleva. C'était magnifique. J'ai pris en photo pas mal de documents et voilà. Effectivement, donc à côté, dans ma profession, en tant que professeur de second degré, j'ai renouvelé mes contrats. Encore une fois, je n'ai pas de bourse. Donc à côté, il fallait que je travaille un petit peu. Là, j'essaye de finir mes transcriptions de mes entretiens pour travailler sur mon Mangaleva contemporain. Et j'ai loupé quelques occasions. On m'a proposé une fois de partir dans un laboratoire de langue à Max Planck Institute en Allemagne, mais voilà, ça tombait en plein période scolaire et j'avais déjà signé mon contrat et voilà, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix et aussi d'à côté, j'aime mon métier d'enseignant et je veux la réussite de mes collégiens. En fait, je fais plein de choses. Je fais plein de choses et encore, voilà. On me demande, je sais pas, en fait, je suis président d'une association culturelle. Tu peux nous en parler de cette association culturelle, oui. De ce qu'elle fait Grosso modo, dans notre statut, en fait, voilà. L'association culturelle Teanaponga Mangaleva est à l'initiative d'une de mes grandes tatis, Tepa Borovai Teakamabatui, alias Mama Tepa, voilà, qui avait cet objectif d'ouvrir un musée à Mangaleva, le premier musée à Mangaleva. Voilà, je sais pas, en fait il y avait une espèce de petite salle consacrée à des objets à la mairie de l'Equitea, mais voilà, c'était une espèce de petit musée faux semblant, un faux semblant musée. Donc voilà, elle avait cette initiative et elle me parle un petit peu, et bien sûr, en fait, moi, tout ce qui est culture et au Mangaleva, enfin je dis oui à tout. Des fois, il faut des raisons que je dise non, mais je dis oui à tout et je ne me rends pas compte, mais le temps passe très vite, mais je dis oui à tout. Du coup, voilà, on propose ça. Et voilà, c'est une personne âgée et du coup, avec mon temps, je travaille pas du tout la thèse, je laisse la thèse là, et voilà, je me dis, ok, allez, je prends un peu de temps, je travaille un peu le futur musée, et on me propose pour ouvrir le musée, il serait préférable d'avoir des fonds, et pour avoir des fonds, il faudrait ouvrir une association. Donc voilà,
Je propose à des personnes référents hein, qui travaillent beaucoup sur les Mangaleva et qui connaissent un petit peu le domaine de la culture, qui ont déjà travaillé sur la culture. J'essaie de, voilà, comment dire, d'identifier les personnes sources. Donc voilà, on crée l'association. On crée l'association et notre grand pilier, notre premier grand pilier est l'inauguration d'un futur musée. On y travaille, la mairie nous aide beaucoup, la mairie nous donne l'électricité, l'eau, on a une petite salle, pardon, on a un grand, enfin nous avons comment dit-on ça? Nous avons un bâtiment, j'ai oublié le terme en français, pardon, I'm losing my voice. Nous avons un bâtiment. Et dans ce bâtiment, nous avons 3 petites salles où nous pouvons faire une exposition d'anciens objets et une autre salle pour le stockage. Voilà. Donc, j'ai investi encore du temps, j'ai sollicité de l'aide avec le musée de Tahiti et des îles. Et voilà, avec l'association, j'ai fait aussi d'autres connaissances via grâce aussi à la thèse, j'avais quelques relations de linguistes et d'archéologues, donc voilà, dans ma tête, je me disais, peut-être que je ne travaille pas la grammaire, la thèse, tout ça, mais tout est lié, tout était lié, parce que mes contacts pour l'association me servent aussi pour la thèse, ce que je travaillais avec l'archéologue James Flexner. Donc j'ai travaillé avec lui sur un article, là, nous avons publié un article ensemble, je crois que c'était en février dernier, voilà. Enfin voilà, au départ c'était pour l'association, mais en fait, il m'a fait découvrir des notes en Mangaleva d'une certaine Catherine Routledge qui est venue à Mangaleva, qui a travaillé dans les années 1920-1921. Donc voilà, il m'a partagé plein de choses, j'ai partagé des choses aussi. Et en fait, voilà. Donc en plus des archéologues comme James Flexner et d'autres personnalités, en fait, tout était lié. Toutes ces connaissances, ces communications. Donc aujourd'hui, le musée est mis en place. Nous avons pas mal d'objets. On m'a, entre guillemets, donné une espèce de petite formation sur comment inventorier. Bon, voilà, enfin, je l'ai fait artisanalement, hein, mais ça c'est pas très scientifique de ma part, mais voilà, on se débrouille. On se débrouille avec, parmi les membres, certains sont professeurs, d'autres sont, j'ai un collègue météorologue, d'autres sont à la retraite. On fait avec ce qu'on a. Nous sommes des particuliers et nous ne sommes pas archéologues, nous ne sommes pas documentalistes. Voilà. Alors, mon sujet de thèse, ce que j'essaye de faire, c'est de décrire ma langue, le Takao-o. Takao parlé, O nouveau, le Mangaleva contemporain. Voilà, j'essaye de le décrire afin d'avoir pour la suite hein, de travailler sur les futurs lexiques et une nouvelle grammaire pour les futurs apprenants, enfin déjà pour nous les Mangaléviens, notre communauté linguistique. Pour travailler sur le Mangaleva contemporain, le Takao-o, donc pour reprendre un petit peu les intitulés hein, d'Alexandre Moyer, qui a travaillé déjà dans son étude sociolinguistique dans les années 2002-2004. Dans les années 2002-2004, voilà, il a proposé ces 2 intitulés, Takao Teito, Takao parlé Teito ancien, donc le mangalévien ancien, et Takao-o, le mangalévien moderne, contemporain. Grosso modo, j'ai repris ces intitulés afin de travailler sur ma recherche, qui est en fait une étude diachronique et synchronique.
puisque afin de décrire le Leomangaleva contemporain, le Takao, eh bien, je réfléchis sur comment cette langue se transforme. Pour connaître les aspects de ces lexèmes et morphèmes, eh bien, il faut que je remonte à la source. Donc, c'est la raison pour laquelle que je travaille sur les états antérieurs du Leomangaleva, donc le Takao Teito, le Mangaleva ancien. Pour revenir à mon exposé d'hier, hein, puisque voilà, cette année, j'ai eu l'occasion de venir ici à l'ANU Australie Canberra. J'ai obtenu la fameuse bourse pour participer aux conférences convenablement. Je remercie encore l'ANU, Mado Inui. Et donc, pour mon exposé, donc, qui est en fait un état provisoire de ma thèse, hein, de mon sujet de thèse. Donc, afin de décrire le Takao, le Leomangaleva contemporain, j'ai voulu présenter un point lexical qui est en fait sur les conservations de lexème et le procédé de l'emprunt sur la thématique de la lune. La lune, les lunes de Mangaleva, le calendrier lunaire mangalevien. À Mangaleva, selon la littérature, nous avons une trentaine de lunes. Nous comptons grosso modo 3-4 calendriers lunaires qui semblent un petit peu différents. Donc il y a les calendriers lunaires de Père Laval, hein, 1834, des frères missionnaires Gabriel Novial et Jeannot. Nous avons également un calendrier lunaire de Edward Schlegel, 1898. Et le dernier en date, c'est celui de 1934, Peter Buck Telangihiroa. Donc voilà, nous avons 3-4 calendriers lunaires. Ce qu'ils ont transcrit, c'est le partage, les communications, ce qu'ils ont eu avec les autochtones, les mangalevanophones. Comme une certaine Kalala pour Peter Buck en 1934. Les missionnaires se sont souvent penchés vers les familles de chefs qui ont voulu les accueillir, parce qu'il faut savoir hein, que dans l'histoire, il y a toujours des Océaniens, des Mangaléviens qui n'ont pas voulu hein, des missionnaires et d'autres occidentaux. Hein. Donc, voilà, à ma connaissance, que nous retrouvons dans les dictionnaires actuellement, dans les grammaires, les énoncés, les énoncés présents, voilà, c'est ce que les familles de chefs ont voulu partager avec ces missionnaires, pour X raisons. Voilà, donc à Mangaleva, autrefois, selon la littérature, nous retrouvons une trentaine de lunes. Et chaque lune, comme les lunes dans les autres langues polynésiennes, hein, dans les autres cultures polynésiennes, en marquésien, vaïsien, etc., chaque lune possède, a une signification, a une histoire. Comme une lune pour une lune consacrée à un moment pour les esprits de vadrouiller, ou bien une lune pour pêcher telle espèce, une lune non poissonneuse, une lune pour planter les tubercules, etc. Et aujourd'hui, dans le Leomangaleva contemporain, dans le Takao, effectivement, il y a eu transformation. Les Mangaléviens ont perdu hein, pas mal de choses. Hein. C'est dû à l'histoire coloniale, c'est dû à de nombreux facteurs hein, et des choix de la communauté.
linguistique. Les Mangaréviens se sont adaptés. Et comment sont-ils adaptés? Eh bien, au niveau de la langue, déjà, nous retrouvons des espèces de simplification lexicale, où le Mangarévien va plutôt a fait le choix, en tout cas au fil des ans, hein, donc il a fait le choix ou pas, plus ou moins, d'oublier les noms anciens, et afin de traduire sa lecture des astres, eh bien, il a fait le choix d'avoir une vision métaphorique du ciel. Du coup, pour les lunes anciennes comme Etua, littéralement Etua déjà, ça veut dire un dieu, ou bien la lune Ari. Ari sur le dictionnaire, c'est le dieu des poissons. Donc les lunes comme Etua, Ari, Otu, qui veut dire produire, hein, quelque chose d'abondance, d'abondant, pardon. Voilà, les lunes Ari, Otu et Tua, eh bien, déjà elles sont rarement, voire pas du tout mentionnées par les Mangaréviens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les locuteurs ont plutôt mentionné ces lunes par l'expression Pokelikili. Tout d'abord, Pokelikili, c'est l'adjectif qualificatif pour illustrer quelque chose d'ovoïde, de circulaire, de rond. Voilà, c'est d'abord ça, quelque chose de Pokelikili. Ou bien dans le registre familier, et Pokelikiliku, oui, c'est pour qualifier quelqu'un qui a de l'embonpoint, qui est gros, voilà. Donc, pour désigner les lunes dites bien rondes, pleines, comme étoiles, les lunes Ari, les lunes Maoré, etc., eh bien, les Mangaréviens vont employer tout simplement l'adjectif qualificatif comme nom commun, Pokelikili. Donc aujourd'hui, ça va faire 3 ans que le dispositif bilingue est mis en place à l'école primaire publique de Maputeoa. Grosso modo, dans la semaine des 5 jours, l'instituteur a 14 heures de cours à faire en français et 14 heures, grosso modo, à faire en Léo-Mangareva. En tout cas, certains essayent plus ou moins de respecter le quota d'heures, d'essayer de vulgariser la langue uniquement en Léo-Mangareva. Les cours doivent se faire en Léo-Mangareva et voilà, donc les cours doivent se faire en Léo-Mangareva. Ce ne sont plus des cours de Léo-Mangareva, ce sont des cours en Léo-Mangareva. Donc là, il faut adapter tout un système de pensée d'une langue autre à l'autre. Et dans ce dispositif, nous avons quelques acteurs, actrices, déjà mangaréviens, mangaréviennes, qui essayent, enfin en tout cas qui font le choix de valoriser le Takaote Ito, le mangarévien ancien. Comme par exemple mes collègues, les institutrices Aimée Payamada et Agnès Carlson, qui valorisent les noms lunaires anciens. Donc les enfants peuvent réapprendre. Oui, c'est à ce moment-là où les enfants apprennent des termes anciens du calendrier lunaire mangarévien. Il y a toute une question ici de résurgence, de résilience et de complexité, hein, puisque voilà, ce n'est pas évident de travailler sur le passé, surtout lorsque dans le registre courant, dans le parler quotidien, ce n'est pas le cas.
voilà. Les Mangaréviens aujourd'hui, ceux en tout cas qui travaillent sur le passé, le Mangareva ancien, c'est un travail intéressant à examiner sur comment font-ils pour valoriser les termes anciens dans ce processus d'adaptation. Ouais. Et toi, en conclusion, est-ce qu'on peut dire, comment tu vois ça en voyant ce qui est fait maintenant avec les enfants, et tu essayes de comparer avec toi comment tu as grandi et comment tu as dû progressivement finalement faire ton chemin vers le mangarévin. Comment tu vois les choses en comparant ce qui est offert aux enfants? Est-ce que toi tu as vécu? Bien, honnêtement, ces enfants, ils ont de la chance. Ils sont chanceux d'avoir ce dispositif bilingue, d'avoir, peut-être pas énormément, mais d'avoir quelques référents pour essayer pour parler en mangareva, en tahitien. Effectivement, ça donne envie d'être à leur place. Et donc ça c'est le côté positif de l'émergence du dispositif. Par contre, nous pouvons réfléchir d'un autre côté que s'il y a émergence de ce dispositif, donc il y a eu volonté politique de le mettre en place, cela veut dire qu'il y a du travail et que en fait, la désuétude des langues ne cesse de s'accentuer. Donc quelque part, il y a idée à se faire sur la mise en danger des langues qui tombe à la moribonde. Bon, espérons quand même que ça va permettre de faire que les gens, enfin que les enfants aussi se sentent bien, puisque tu parlais, même quand tu parlais Reutaiti, aujourd'hui, du sentiment de parler sa langue. Bien sûr. Quand même... Aujourd'hui, à Mangareva, nous comptons moins de 500 locuteurs, ce sont les chiffres des ethnologues et de l'ISPF. Nous comptons moins de 500 locuteurs. Aujourd'hui, les enfants ne parlent pas en Mangareva. Ils ne parlent pas. Ils parlent français. Ils parlent français. Les enfants, les bambins, les adolescents, entre eux, avec les proches, en dehors, ils parlent tous en français. Il y a aussi plusieurs facteurs, comme le phénomène des téléphones portables, de cette coupure avec peut-être les familles via le téléphone portable. Il y a peut-être plusieurs... Voilà, il y a aussi ces facteurs à peut-être prendre en compte. Mais en tout cas, nous pouvons constater qu'il y a très peu de communication, peut-être déjà en français, entre les différentes générations. Et en Mangareva, en tout cas entre les générations des enfants et des parents, en Mangareva, il y a très peu d'échanges. Mais il y a de la demande. Il y a de la demande vis-à-vis des parents. Les parents et grosso modo ceux qui ont la trentaine, quarantaine, vingtaine, il y a de la demande. On nous demande, à nous, référents de la langue, d'avoir des cours particuliers, de prendre des cours lorsqu'ils ont un petit peu de temps, lorsqu'ils sont disponibles. Grosso modo des cours, on va dire, gratuits à l'improviste. En tout cas, de pouvoir pratiquer. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et il y a
il y a de la demande. Maintenant, il faut trouver la disponibilité. Et pour ça, ben, il faut créer des postes de professeurs de yoga nidra. Il faut avoir des fonds pour. L'association culturelle d'Anaponga, là, elle stagne un petit peu. Nous sommes en plein sur notre dossier de subvention. Enfin voilà, il y a des petites choses qui se font, qui sont en cours de préparation. Il y a de la demande vis-à-vis de certaines familles, certains publics. D'accord. Donc, il y a de quoi se motiver. D'accord. Donc, ce sera ton mot de la fin ou tu veux finir sur... Comment tu veux terminer? Je pourrais finir sur... Ce que tu veux. Ou tu peux chanter, ou tu peux... Comme tu veux, ou tu peux faire une... Comme tu veux. Pour terminer, je souhaiterais chanter l'hymne de Mangaleva. Alors, il faut savoir que cet hymne de Mangaleva est nouveau. Donc, il s'inscrit dans le Takao, le Mangaleva contemporain. Il a été composé par un petit groupe d'anciens dans les années 2000. Et c'est ce qui fait la fierté, bien sûr, de notre archipel. Et à travers, donc grosso modo, à travers cette hymne, donc, on mentionne les îles les plus connues, les îles principales de l'archipel. Il faut savoir que notre archipel, nos îles, elles sont très proches. Voilà, elles sont à peine à une centaine de mètres. On peut, à 5 minutes, 10 minutes, avoir accès. Ouais. Elles sont vraiment très proches. Nous avons aussi quelques atolls qui sont cités. Et dans cette hymne, eh bien, nous faisons l'éloge de ces terres, des esprits qui animent ces terres. Et c'est une manière aussi de transmettre un message à la population, de se réveiller. Hein. C'est une prise de conscience. Il faut travailler sur nos terres, sur nos richesses patrimoniales, matérielles et immatérielles, comme le dit au Mangaleva. Voici. Mangareva toko kainga tupuna no te matangia o mangareva kua atu ia koe e te mana nui e pe te korona akaviri e toku kai ngatumu e mangareva au ke na akamaru e tarawai e angaka witai e pe te anaunga e Rake tō mata ki te pōre vai, e kovi i anana e tū e rima e, tōku kai ngā tumu e. Mangareva ao ke nā akamaru e, tarawai e, angaka witai e. Mangareva e, kai ngā tupuna no te matangia o. Mangareva e.